BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Voilà, c'est le retour de quoi je me mêle, à la fois, vous le savez, sur 01 TV, sur BFM Business le dimanche matin à la radio et à la télé. Pour cette deuxième partie, j'ai beaucoup de plaisir d'accueillir Guillaume Rosier, alors que vous connaissez, puisque c'est sans doute l'une des personnalités en ce moment les plus médiatisées. Salut Guillaume, merci d'être là. Salut, bonjour François. Alors Guillaume, qui est le data scientist, je le disais, le plus en vogue en ce moment. 25 ans depuis quelques jours, voilà. Ouais. Tu as eu 25 ans en avril. Exact. Tu es donc majeur et vacciné aussi, j'ai vu sur ton compte Twitter. Ouais, depuis ça t'empêche pas si on se tutoie, ça te va ? Ah non, avec grand plaisir. Voilà, bien sûr. Et évidemment on se tutoie. Tu es donc vacciné depuis quelques jours. Évidemment contre la Covid-19, et on va revenir sur ce qui s'est passé sur cette année un peu folle. Ouais. C'est vrai qu'on évoque souvent dans De quoi je me mêle les transformations numériques qu'on a pu vivre ces derniers temps, avec des industries qui se sont effondrées, et puis évidemment des industries qui ont carrément explosé, et puis aussi des personnalités qui se révèlent. C'est ton cas, Guillaume, parce qu'il y a encore quelques mois on ne connaissait pas. Le Covid est arrivé en mars dernier, et tu dis, et là je récupère un petit bout de l'article de Elsa Bambaron, qui est journaliste à Figaro, à qui tu as dit: j'aurais dû être en stage dans une banque au Luxembourg, donc c'était en mars dernier, mais je ne pouvais pas y aller, puisque évidemment on était tous confinés. Alors plutôt que de regarder des séries sur Netflix, tout en télétravaillant, j'ai commencé à agréger les données relatives à la pandémie, et puis voilà. Covid Tracker est né, c'est ça ? C'était il y a un petit peu plus d'1 an. C'est exactement ça. Et c'est né, finalement, c'est vraiment un hasard, Covid Tracker. J'ai jamais. Ce qui est amusant, c'est que j'ai jamais eu l'ambition, j'ai jamais planifié, j'ai jamais anticipé, je me suis jamais dit. En fait, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, ça y est, je vais faire Covid Tracker, voilà mon plan, je vais faire ça, avec tel cahier des charges. À aucun moment, ça s'est fait vraiment progressivement. Au début, ça a commencé tout petit, de façon très artisanale. Au début, c'était un graphique. J'ai juste fait un graphique vraiment pas très beau. Et puis après, j'ai eu envie de le mettre sur une page internet toute blanche, mais parce que c'était plus pratique que d'envoyer cette image à mes amis, à mes collègues sur Twitter, etc. Tu récupérais les données de data.gouv.fr à l'époque déjà ? Alors, à l'époque, ça n'existait pas encore. Ça n'existait pas encore. Enfin, évidemment que la plateforme existait, mais il n'y avait pas les données sur l'épidémie. Ouais. Et donc, je récupérais les données par l'université Johns Hopkins aux États-Unis, qui avait fait, rappelez-vous, le tableau de bord, le tout premier noir avec une carte qu'on scrutait tous en mars 2020. Et eux, en fait, agrégeaient les données de chaque pays, donc le nombre de cas et les décès, et ils les rassemblaient au même endroit. Donc, j'ai pris leurs données et j'ai commencé à faire des premiers graphiques sur les pays européens, donc sur la France, l'Italie, pour comparer ces pays-là. Et puis après, en fait, de fil en aiguille, c'est devenu un site internet parce que c'était plus simple. J'ai automatisé la génération des graphiques, etc. Et c'était plus simple d'envoyer un lien à mes amis que de renvoyer le graphique. Et puis au fur et à mesure des semaines, des mois, jusque-là, le site s'est amélioré. On a rajouté des graphiques, on a rajouté des fonctionnalités. Et puis aujourd'hui, c'est plus de 10 millions d'utilisateurs distincts par mois, quoi. Donc ça a explosé, mais malgré nous, vraiment naturellement. Ça te fait quoi d'être propulsé dans les médias? Tu reçois des dizaines et des dizaines de demandes d'interviews que tu ne peux pas solliciter. Tu me disais juste avant d'arriver dans ce studio que tu es obligé d'arrêter de regarder ton portable parce que tu reçois tellement de messages que ça devient compliqué. Comment vis-tu cette situation ? Pour moi, c'est vrai que c'est une situation inédite. Je n'avais pas prévu d'être dans cette situation et je n'étais pas du tout prédestiné à ça. Il y a 1 an, j'étais un étudiant presque un peu timide, presque, j'allais dire, introverti, en tout cas pas du tout à l'aise à l'oral. Je détestais parler devant un amphi ou faire une présentation. Donc jamais j'aurais imaginé un jour aller sur un plateau télé, discuter avec un journaliste. Et aujourd'hui, c'est mon quotidien. Donc j'ai un métier, j'ai un métier la journée. Covid Tracker, c'est bénévole, c'est en dehors, le soir, le week-end. Et les médias, j'essaye de faire ça entre midi et 2. Oui, tu travailles pour Octo Technologies, voilà, qui est une filiale d'Accenture. Donc voilà, tu es data scientist. Donc, je suis consultant data scientist au quotidien et j'ai des missions pour des clients dans ce domaine-là. Et donc j'essaye de caler les médias quand j'ai un peu de temps, entre midi et 2 ou en fin de journée. Mais c'est vrai que pour moi, c'est très étrange. J'avais jamais été sur un plateau télé et j'ai pas du tout la formation je suis pas du tout journaliste ou autre. Donc je me prédestinais pas du tout à ça. Donc c'est vrai que ça a changé mon quotidien par rapport à il y a 1 an.
Alors évidemment, tu es de plus en plus suivi sur les réseaux sociaux. Le ministère de la Santé, Olivier Véran, t'a contacté, c'était en décembre dernier, je crois. Tu as commencé à discuter avec lui. Même Emmanuel Macron, notre président, t'a félicité pour toutes tes initiatives. Jusqu'aux dernières, on va les énumérer. Hein. Mais il faut savoir que, si vous ne le savez pas, Guillaume, donc, qui a 25 ans, est originaire de Savoie, d'un papa informaticien, maman prof de physique. Donc tu as quand même, on va dire, baigné dans ce domaine, finalement, data scientist. Ça fait des années que tu voulais faire ça, ou finalement, c'est depuis cette accélération de ta popularité que tu as décidé de faire ça, ou tu as fait des études là-dessus ? Oui, alors j'ai fait des études pour devenir data scientist, mais c'était pas une vocation depuis tout petit. Je pense qu'il y a une question que je détestais le plus, et qui était quel métier tu veux faire plus tard. Ça, je pense que c'est la question que je détestais le plus. C'est la question que les jeunes en général, sauf quand ils sont illuminés par une vocation, ne savent pas répondre. Quoi. Oui, c'est sûr. Et quelque part, j'avais presque du mal à comprendre que certains de mes camarades aient vraiment une idée très précise en tête, un objectif très précis. Moi, volontairement, en fait, je voulais pas me donner d'objectif, parce que je me disais, il y a toutes les chances pour que je loupe un chemin qui est peut-être encore plus beau à côté. Et donc je me suis laissé guider, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques, après une école d'ingénieur dans le numérique, en informatique, et c'est au cours de cette école d'ingénieur que j'ai dû choisir une spécialité. Et à ce moment-là, donc j'ai beaucoup hésité entre plusieurs, mais notamment, j'ai choisi celle-ci qui est le big data et le traitement des masses de données. Et donc, ça regroupe toutes les techniques pour traiter des masses de données, intelligence artificielle, deep learning, tous ces buzzwords que j'aime pas forcément, mais toutes les techniques pour stocker et traiter ces masses de données. Et donc, c'est le quotidien du data scientist aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait les enjeux du big data. C'est là que j'ai compris que toutes les entreprises collectaient énormément de données, parfois malgré elles. Aujourd'hui, on a des capteurs partout, on a des données qui sont collectées massivement partout. Et là, j'ai compris que ces données n'étaient pas forcément suffisamment analysées, qu'elles étaient sous-analysées et qu'on pouvait les analyser pour faire des applications absolument incroyables dans tous les domaines. Et que ça pouvait accélérer des processus, on pouvait comprendre des phénomènes, apprendre plein de choses qui ont des gros impacts sur nos vies. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie je pense, de prendre part à cet édifice. Et alors, tu parles d'impact, mais est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu peux avoir auprès des jeunes qui te suivent, qui te voient à la télé, qui écoutent tes interviews, etc. Tu es peut-être en train, et sans doute, de susciter des vocations, non, de data scientist. Je ne m'en rends pas compte encore. T'as pas de témoignages comme ça de personnes qui te suivent ? Si, c'est vrai que j'en ai eu quelques-uns quand même, de personnes qui font des études pour devenir data scientist ou qui vont en faire et qui me posent des questions sur mon parcours, sur quels sont les meilleurs choix pour y arriver. Moi, je me réjouis parce que c'est un domaine où on manque de talent. C'est un domaine qui peine à recruter. Il y a énormément d'offres. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont du numérique, toutes les entreprises collectent des données, toutes les entreprises stockent des données et toutes les entreprises aimeraient analyser ces données pour faire des utilisations créatives. Et donc, on manque vraiment de talent. Donc, si je peux motiver quelques personnes à suivre ces parcours pour devenir data scientist ou pour travailler dans le numérique d'une manière globale, je m'en réjouis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as donné aussi un coup de boost à l'analyse de données auprès des Français, parce que finalement, avant, on ne connaissait pas trop ce métier de data scientist. Là, le fait qu'on puisse agréger toutes ces données santé liées au Covid, les lire clairement, parce que c'est ça qui est génial, c'est qu'avec tes graphiques, tes chiffres quotidiens, etc., on arrive à lire tout ça. Est-ce que tu n'as pas donné aussi un coup de jeune, en fait, à cette institution même de data.gouv.fr qui, avant, n'était pas très connue, finalement ? Est-ce que tu n'es pas en train de créer peut-être un nouvel engouement face à ces communications de data ? C'est une bonne question. Je pense qu'on est à un moment charnière. Les plateformes comme data.gouv et Talab existent depuis une dizaine d'années maintenant. Mais elles n'étaient pas très mises en avant, finalement, pas très médiatisées. Peut-être pas assez, en tout cas pas assez connues par le grand public. Et je pense que c'est une excellente chose que ces problématiques entrent dans le débat public. C'est une excellente chose. Moi, je suis convaincu que l'État doit publier toutes les données qu'il a à sa disposition. Toutes les données qui sont collectées par les administrations doivent être en open data, évidemment, sauf celles qui posent problème pour la vie privée, etc. Il faut qu'il y ait un cadre très strict. Mais sinon, je pense que la norme, ça doit être la publication de manière ouverte et gratuite de toutes les données de l'État. Ça, c'est extrêmement important. C'est des problématiques qui commencent à se faire de plus en plus ressentir. Il y a
y a un député qui a déposé qui a donné un rapport au Premier ministre, qui s'appelle Éric Bothorel. Il a fait un rapport sur l'open data. À partir de ce rapport, le Premier ministre a fait une circulaire il y a 1 ou 2 semaines, demandant à chaque ministère de nommer un référent open data et de donner une liste d'ici, je crois, à la fin de l'été, une liste de toutes les données qui doivent être publiées cette année ou l'année prochaine. Ça, je pense que c'est extrêmement important. La publication des données par l'État, ça permet de la transparence, ça permet des réutilisations innovantes. Chaque citoyen peut s'emparer de ces données, faire des outils. Chaque chercheur, chaque entreprise, chaque administration aussi peut faire ces outils. C'est extrêmement important. Je pense que Covid Tracker, finalement, ça a matérialisé l'importance de l'open data. Ça a prouvé l'importance de l'open data. On n'aurait jamais pu faire Covid Tracker si Santé publique France n'avait pas publié toutes ces données sur data.gouv. Ça aurait été absolument impossible. Et donc c'est ça qui nous a permis d'épauler l'État et de faire de la pédagogie sur l'épidémie aux Français, pour que les Français puissent comprendre, un peu mieux comprendre et suivre l'épidémie. Donc c'est extrêmement important. Et puis aujourd'hui, on voit que cette publication des données par l'État profite, c'est un peu un retour de boomerang. Maintenant, ça profite aussi à l'État, puisque Jean Castex utilise Covid Tracker en conférence de presse. J'ai des retours des personnes de l'INSERM, par exemple, des chercheurs publics qui me disent d'utiliser Covid Tracker pour leur recherche. Un certain nombre de politiques, un certain nombre de maires pour prendre des décisions locales, et puis à tous les niveaux, jusqu'à Emmanuel Macron. Donc on voit que c'est extrêmement important, et la publication des données peut profiter, y compris à l'État, y compris aux administrations publiques, et pas uniquement aux citoyens ou aux entreprises. Alors Guillaume, évidemment, tu fais ça totalement bénévolement, tu le disais tout à l'heure, tu as un job à côté, et puis évidemment, il y a d'autres bénévoles. Vous êtes combien en fait ? Ça représente combien de personnes, tout le projet Covid Tracker avec VitMaDose, on va en parler tout à l'heure aussi, Vaccin Tracker, etc. C'est très dur de voir quel est le périmètre, c'est très dur de compter précisément le nombre de bénévoles sur le projet, tout simplement parce que c'est un projet open source. Le code... Oui, donc en fait, tu sais même, il y a des gens qui interfèrent et tu ne sais même pas en fait, c'est ça ? Si, on le sait parce que le code est sur GitHub, donc qui est une plateforme pour héberger le code. Il faut se et loguer, chacun etc. peut faire des propositions d'amélioration. C'est un peu comme Wikipédia, mais pour le code informatique. Et donc chacun peut modifier, faire une proposition qui ensuite doit être acceptée de façon collégiale par la communauté pour vérifier que les modifications sont efficaces, sont bien implémentées, n'ont pas de problème, n'ont pas de bugs, etc. Donc on sait le nombre de personnes qui font des modifications, mais on a un certain nombre de contributeurs qui contribuent une fois de façon ponctuelle. On en a plein qui contribuent très régulièrement, tous les jours, donc c'est dur de compter précisément. En tout cas, c'est plusieurs dizaines de personnes, c'est une centaine de personnes à peu près. On a environ 110 ou 115 personnes qui ont rejoint l'espace de discussion où on discute au quotidien des différentes évolutions, où on coordonne nos tâches. Et donc c'est une centaine de personnes dans des domaines très différents, pas uniquement des développeurs, pas uniquement des gens dans la data ou autre. On a des développeurs de tout type, parce que maintenant on a y compris des applications mobiles, donc on a des développeurs mobiles. Avec l'appli VitMaDose. Exactement. On a des développeurs web, on a des développeurs ce qu'on appelle back-end, c'est les algorithmes qui vont scruter les plateformes de réservation par exemple pour détecter les rendez-vous disponibles. Et puis on a des gens dans la communication qui s'occupent des réseaux sociaux, qui répondent aux mails des gens. Oui, il y a une petite équipe organisée en fait. Et donc oui, il y a une équipe auto-organisée. Donc moi je suis là pour essayer de coordonner un peu, pour faire en sorte que chacun communique bien, qu'on aille tous dans la même direction, qu'on soit tous d'accord. Mais donc on est une centaine de personnes et puis chacun peut proposer des modifications sur le code de VitMaDose, de Covid Tracker. Et puis ensuite, ces modifications sont discutées de manière au sein de la communauté et sont acceptées ou modifiées ou pas, suivant les propositions. Il va falloir faire quand même une petite fête quand on sera sorti de cette épidémie. On a suggéré l'idée de... Pour boire un verre, ça serait cool quand même. Parce qu'un député a proposé, je crois, au ministre de la Santé de me donner la Légion d'honneur. Ouais. Et moi, j'ai répondu en disant on adorerait surtout faire un barbecue à l'Élysée avec tous les contributeurs, avec tous les contributeurs pour remercier tous ces contributeurs-là, parce que je suis pas tout seul, et aussi pour remercier les contributeurs des autres plateformes numériques qui sont indépendantes de moi, mais on peut citer CovidList, il y en a plein d'autres. Et voilà, et donc je pense que ça pourrait être une bonne idée de remercier toutes ces personnes-là d'avoir sacrifié quelques heures ou quelques jours de leur vie pour lutter contre l'épidémie. La Légion d'honneur, ça évoque quoi pour toi ? C'est quelque chose, alors évidemment, qui doit être très flatteur, mais si on te propose la Légion d'honneur, tu y vas ? Pour l'instant, on ne me l'a pas proposé, donc je ne sais pas.
Je sais pas. Je pense que c'est le genre de truc sur lequel on ne crache pas. Je pense, voilà. Oui, c'est clair. Mais je verrai quand. Mais c'est pas une fin en soi. Et voilà, ça c'est très important. J'ai pas du tout fait tout ça dans cet objectif-là. Donc, enfin voilà, c'est vraiment pas ça l'objectif. Aujourd'hui, ce qui nous a porté pendant un an, ce qui nous a fait persévérer pendant un an, parce que moi j'aurais jamais imaginé évidemment créer tous ces outils. Et surtout, j'aurais jamais imaginé persévérer autant. Parce que là, ça fait un an. Moi, je suis du genre à zapper. Quand j'ai compris un sujet, je passe au suivant, je change. Et là, ça fait un an qu'on est sur le même sujet. J'aurais jamais imaginé ça. Et je pense que si on a pu tenir aussi longtemps et être motivé aussi longtemps, c'est grâce au retour des utilisateurs, c'est grâce aux dizaines de mails, mais vraiment même aux centaines de mails qu'on reçoit tous les jours. Il y a une personne qui s'occupe que de ça, de traiter les mails, merci Thomas. On reçoit des dizaines de messages sur les réseaux sociaux, en messages privés, etc. Et des messages hyper bienveillants, des gens qui nous disent merci d'avoir fait Covid Tracker, je comprends mieux la situation épidémique, c'est plus clair, donc je peux mieux m'adapter, lutter contre. Merci d'avoir fait vite ma dose, j'ai trouvé une dose. Alors là, on a des dizaines de messages tous les jours en ce moment. J'ai trouvé une dose de vaccin. Il y a quelques semaines, avant que ce soit ouvert à tous, la vaccination, les gens nous disaient j'ai trouvé une dose pour ma grand-mère, pour mon grand-père, pour mon oncle, alors que ça faisait des mois qu'on cherchait, qu'on n'y arrivait pas. Donc c'est ça qui nous booste, et ces messages-là, j'essaie de les partager au maximum. C'est ça qui nous booste et qui nous donne l'envie le soir de sacrifier quelques heures jusqu'à 3h du matin plutôt que de regarder une série Netflix. On l'a bien compris. Ah oui, Netflix, là, t'es pas un bon client en ce moment pour eux. Hein. Non, j'ai toujours un abonnement. Tu dois avoir quelques séries d'avance à noter. Mais plus sérieusement, juste un mot sur Vite ma dose, parce que moi, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est qu'il y a une partie info qui était au début en fait de la pandémie, où tu as en fait mâchouillé toutes ces informations pour les rendre plus claires. Et puis il y a l'aspect pratique maintenant, qui est un outil phénoménal pour essayer de sortir de cette pandémie, avec Vite ma dose, etc. et Covid Tracker. Vite ma dose, c'est l'une des applications les plus téléchargées en ce moment sur les smartphones. On enregistre cette émission aujourd'hui le 12 mai, donc nous sommes mercredi. À l'heure où on enregistre cette émission, tu fais partie du top 3 des applis? Elle est numéro 2. Elle est numéro 2. Et donc devant Google, Facebook, YouTube, TikTok, Tinder, Snapchat. On t'aurait dit ça il y a un an, mais tu aurais rigolé, quoi. Non, j'aurais dit c'est pas possible. c'est pas possible. Non, mais même il y a 2 semaines, hein, parce que là, il faut bien se rendre compte, il y a 2 semaines, on n'avait même pas l'idée de créer une application mobile. Et j'ai fait un tweet en disant est-ce qu'il y a un développeur mobile qui est motivé? Et 2 semaines après, on est numéro 2. Donc c'est dingue. En combien de temps s'est faite cette appli, Vite ma dose? On expliquera à quoi elle sert. On a décidé d'aller extrêmement vite. On voulait sortir une première version. Mais ça, je pense que ça correspond à notre philosophie d'une manière globale. Et je pense que c'est un pari gagnant, surtout en contexte d'urgence, avec une crise. C'est qu'on a voulu faire très vite et sortir quelque chose qui n'était pas parfait, mais qui fonctionnait vraiment basique, très vite. Et donc, en 1 semaine, on avait soumis une version à Apple. Après, il y a eu beaucoup d'allers-retours entre Apple et nous parce qu'ils refusent tout ce qui est en rapport avec le Covid. D'une manière stricte. Donc on a dû retirer vraiment chaque mention Covid dans l'application. C'est un peu d'hypocrisie ça finalement, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait écrit Covid, mais c'est une appli qui tourne autour de ça. Par exemple, sur le logo, donc il y a marqué Vite ma dose par Covid Tracker. On a dû enlever le Covid Tracker du logo. Et tous anti-Covid, en revanche, ça pose pas de problème. Parce que c'est une application gouvernementale. Et donc là, ils ont le droit. Uniquement les applications gouvernementales. Et donc on a dû, même le nom du développeur, du coup, c'est pas Covid Tracker, on n'a pas le droit. Enfin vraiment, on doit retirer chaque mention de Covid Tracker. Et là, ils veulent. Il n'y a pas d'exception en fait, même s'ils comprennent le bien fondé de cette appli, ça passe pas. Et là, même, ils veulent nous mettre en avant sur l'App Store. Ils nous ont demandé des visuels. Et on leur a proposé des visuels. On a dû retirer toute seringue ou élément qui pouvait ressembler à un virus sur les affiches, les bannières qu'ils vont mettre en avant. C'est ça le paradoxe. Ils veulent pousser ce que vous faites, mais il ne faut pas qu'on comprenne que c'est un rapport avec le virus. C'est bizarre, non? Ça, c'est leur règle interne, mais ils sont, on peut pas les faire plier. Ils sont très stricts. Mais après, Google aussi refuse tout ce qui est en lien avec la Covid, donc c'est pas tellement mieux. Et donc, ça a mis un peu plus de temps avant d'être publié, mais la première version était prête en 1 semaine. Alors, juste une chose, faites attention quand vous allez sur Vite ma dose. Alors, il y a des gens qui ont racheté en fait le lien Vite ma dose. Non, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé Vite ma dose le 1er avril. C'était pas une blague. Et quelques jours plus tard, et donc au début c'était tout petit, nous on pensait pas que ça prendrait cette ampleur-là. Et en fait, il y en a qui ont eu le nez fin, puisque 2 jours après, ils ont acheté le nom de domaine évident. Et vous l'aviez pas, vous l'aviez pas déposé avant? Non, parce qu'on ne pensait pas que ça prendrait cette ampleur-là, et donc on n'a pas ce nom de domaine. Et donc la vraie URL, c'est vitemadose.fr.
www.covidtracker.fr. C'est la seule, il n'y en a aucune autre qui est valable. D'ailleurs, on ne va pas vous donner l'autre, comme ça. On va pas éviter de l'écrire. Elle n'a aucun intérêt, parce qu'en plus, ce sont des anti-vaccins. Oui, alors au début, non, mais là, visiblement, ils ont mis des vidéos anti-vaccins, donc voilà. Mais donc, évitez même d'écrire cette adresse mail, puisque cette URL, parce que ça pourrait les référencer. Écrivez uniquement vitmados.covidtracker.fr ou les applications. Voilà, sur Google, quand on tape Vitmados, on tombe tout de suite sur. Ouais, mais pas sur Bing. Pas sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Ouais, exactement. Et qu'est-ce qu'ils font chez Microsoft alors ? Il faut leur demander. On avait un peu de mal chez Quant aussi, mais maintenant c'est bon, on a réussi à repasser devant. Bon, ça fait plaisir quand même, parce qu'en plus, Quant est un moteur de recherche français. Guillaume, un mot quand même aussi sur l'utilité de Vitmados, parce que c'est vrai que, bon, alors, pour les plus jeunes, c'est clair, mais peut-être prendre le temps d'expliquer ce que tu proposes avec cette appli, ce service, à la fois pour tous ceux qui veulent se faire vacciner, et puis pour tous ceux qui sont éligibles depuis quelques heures, c'est-à-dire tout le monde, avec, on va dire, les stocks de doses qui restent à la fin de la journée. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? C'est ça. Alors, Vitmados, c'est donc un outil qu'on a créé qui permet de simplifier l'accès au vaccin, de simplifier la recherche de rendez-vous de vaccination, de rendre ça presque enfantin et très rapide. Et donc, pour ça, on a développé des algorithmes qui vont scanner les différentes plateformes de réservation de vaccins Covid. On connaît bien, je pense tous, Doctolib, mais il y en a d'autres. En fait, il y en a plein d'autres. C'est ça que les gens ne savent pas forcément. On a Maïa, on a Keldoc, on a Ordoclick, on a Mapharma. Donc, il y en a plein. Il n'y a pas que Doctolib. Tu références tous sur Vitmados. Exactement. Et donc, l'intérêt de Vitmados, c'est qu'on rassemble tout ça. Et nous, on a fait des algorithmes qui vont scanner ces différentes plateformes, qui vont détecter les rendez-vous qui sont encore libres, les rendez-vous de vaccination. Et ensuite, ça va les centraliser sur Vitmados et les afficher d'une manière claire, dans une liste claire. Mais c'est tout bête, mais en fait, avant que Vitmados arrive, on a tous été confrontés à ça. Pour trouver des rendez-vous pour nos parents, pour nos grands-parents, c'était l'enfer, quoi. On était obligé de scanner tous les centres de vaccination. Parfois, on arrivait, le temps qu'on clique sur l'horaire qui était proposé, il était plus disponible, etc. Donc là, on a une vision globale et on se rend compte quand même de la puissance de la data. C'est-à-dire que tu arrives à agréger toutes ces données. Et c'est en temps réel, vraiment ? Quasi temps réel. Il y a quelques minutes. Alors, en ce moment, aujourd'hui, il y a un gros rush. Oui, j'ai vu que sur le site, il y avait des petites latences. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un gros rush sur les plateformes de réservation, Doctolib, Maïa, Keldoc. Et donc, ces plateformes ont mis, donc de façon indépendante, nous, on n'y peut rien, ont mis ce qui s'appelle un cache. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tellement de trafic pour éviter d'exploser. En fait, il y a un cache. Et donc, quand vous visionnez un créneau... Et toi, tu récupères ce cache, en fait. Et nous, on récupère ce cache. Et donc, quand on visionne un créneau, donc sur un centre de vaccination, eh bien, en fait, l'information est peut-être déjà vieille de quelques minutes, parce qu'ils conservent en mémoire pendant 5-10 minutes l'information pour éviter de réactualiser en permanence, ce qui surchargerait leur plateforme. Mais c'est embêtant, ça, parce que ça remet un peu en cause l'immédiateté, l'instantanéité de ce service, non ? Oui, mais c'est nécessaire pour eux, pour qu'ils arrivent à tenir, sinon les sites exploseraient et plus personne ne pourrait réserver. Il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est le prix à payer. Il faut leur demander, mais il faudrait qu'ils musclent encore plus leur infrastructure. Est-ce que tu discutes avec les Doctolib, avec tous ces acteurs, justement, pour optimiser tout ça ? Oui, on discute. Et comment réagissent-ils ? Alors, ça dépend des différentes plateformes, mais par exemple, Keldoc est extrêmement coopératif, à tel point qu'il nous demande de faire certaines modifications pour optimiser les requêtes, parce que du coup, on bombarde les plateformes de réservation en permanence pour scruter, pour détecter les rendez-vous disponibles. Et donc, nous, notre objectif, évidemment, c'est tout sauf de les mettre à terre. On veut les déranger le moins possible. Mais bien sûr. Et donc, on discute avec eux pour optimiser nos requêtes, pour que ça consomme le moins de ressources possible chez eux. Et donc, on discute beaucoup avec Keldoc, on discute beaucoup avec Doctolib aussi. Il y en a avec qui ça se passe un peu moins bien ? Est-ce qu'il y en a qui... Non, officiellement, ça se passe très bien. Et officieusement aussi ? Officieusement aussi, oui. Pas de problème. Non, ça se passe très bien. Après, on leur apporte, je pense, une jolie visibilité aussi à certaines de ces plateformes, avec un trafic qui est assez élevé quand même. Donc, je pense qu'ils sont contents aussi de voir arriver de nouveaux patients. Donc, depuis quelques jours maintenant, les personnes de plus de 50 ans sans comorbidité peuvent se faire vacciner. Vitmados ont choisi son créneau. Voilà, si on en trouve un, parce que c'est un peu compliqué. En ce moment, je regardais, là, j'ai testé. Alors ça dépend. Alors comme toi, j'ai eu ma première dose il y a quelques jours, mais c'est vrai que tout dépend des régions, j'imagine aussi. Ça dépend des régions, ça dépend de son éligibilité. Si on est éligible, forcément, c'est beaucoup plus facile de trouver un rendez-vous dans 3-4 jours. Si on n'est pas éligible, donc si on est entre 18 et 50 ans et qu'on n'a pas de maladie ou de comorbidité grave, là, c'est un peu compliqué. Donc, on a développé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Chronodose. Alors voilà.
Voilà, peut-être qu'on va en parler. Allons-y, c'est parfait. Voilà, le timing est parfait. Chronodose, et qui est disponible donc sur Vitmadose. C'est pas une application séparée, c'est sur les applications Vitmadose et sur le site internet Vitmadose. Et ce qu'on appelle une chronodose, c'est un rendez-vous de vaccination qui est disponible aujourd'hui ou demain. Le jour même ou le lendemain. Et donc ce rendez-vous, chacun peut le réserver, enfin toute personne de plus de 18 ans n'ayant évidemment pas de contre-indication de la vaccination peut le réserver et peut se faire vacciner. Et donc on les met en avant d'une manière très claire sur le site. On a même quand on fait la recherche, on a un onglet qu'on peut sélectionner et qui permet d'afficher tous ces créneaux chronodose. Et sur les applications mobiles, donc c'est la même chose. On a aussi implémenté un système de notification depuis ce matin. On l'a pas encore annoncé, mais voilà, depuis ce matin, il y a une mise à jour sur les stores des applications mobiles. J'ai une nouvelle mise à jour là sur mon iPhone. Voilà, depuis ce matin. Et donc en fait, on a rajouté des notifications, des alertes, et donc vous pouvez vous abonner à un ou plusieurs centres de vaccination, ceux de votre choix, autant que vous voulez. Et dès qu'il y a une dose qui est libre, et dès qu'il y a un créneau qui se libère, vous allez recevoir une notification. Et donc on a deux types de notifications. Soit vous voulez vous abonner à tous les créneaux parce que vous êtes éligible, soit vous n'êtes pas éligible. Et dans ce cas-là, vous voulez recevoir une alerte que s'il y a une chronodose, donc un créneau qui se libère aujourd'hui ou demain. Et donc c'est très pratique puisque ça évite d'être en permanence sur l'application. Vous vous abonnez à tous les centres autour de chez vous, par exemple. Et puis à partir du moment où un créneau se libère, vous serez notifié, vous pourrez le réserver et aller vous faire vacciner. Il y a beaucoup d'initiatives comme la tienne dans d'autres pays du monde concernant la gestion de cette pandémie. Il y en a. Et notamment le vaccin, l'organisation du vaccin. Ouais, alors pour suivre l'épidémie, il y en a, mais finalement pas tant que ça. Je discutais d'ailleurs, c'est intéressant parce que des fois je me fais interviewer par des journalistes espagnols, allemands, ou en Grande-Bretagne aussi. Et certains, notamment en Espagne par exemple, nous disent nous on n'a pas d'initiative comme vous, donc on vient vous interviewer parce qu'en Espagne on n'a pas d'initiative citoyenne qui s'est détachée. Après, c'est dur de savoir s'il n'y en a pas eu parce qu'il n'y en a pas eu. Mais en France, faut savoir que Covid Tracker, c'est un coup de chance. Ça s'est fait parce que les planètes étaient alignées finalement, mais ça aurait pu ne jamais exister. Donc j'imagine que dans d'autres pays, oui, ça n'existe pas. Et puis si tu étais plongé sur Netflix... oui, voilà, j'aurais pu décider. Voilà, c'est ça. Et dans d'autres pays, on a peut-être aussi des outils, d'autres outils officiels qui sont peut-être plus efficaces, qui sont peut-être déjà très efficaces, très clairs. Et donc il n'y a pas forcément peut-être la nécessité d'épauler les services de l'État par des citoyens. Pour la vaccination, on a vu beaucoup d'initiatives, en revanche, notamment aux États-Unis, en partie parce qu'ils ont dû vacciner très vite, plus rapidement que nous. Et donc on a vu beaucoup d'initiatives et aussi la campagne de vaccination était assez décentralisée aux États-Unis. Ça dépend de chaque État, même les États, ça dépend des villes. Donc il y a vraiment pas d'outils ou de plateforme nationale, fédérale. Et donc il y a beaucoup d'initiatives qui ont apparu. Par exemple, TurboVax, je pense qu'on a tous, beaucoup en a entendu parler à New York, qui est une plateforme, mais qui fait un peu la même chose, qui centralisait les différents rendez-vous de vaccination. Il y avait aussi des plateformes plus comme CovidList, qui est indépendant de nous, aux États-Unis, qui permet donc de s'inscrire sur une liste et de recevoir une alerte si une dose va être jetée le soir, par exemple. Guillaume Brosier, est-ce que la mise en fonction de Covid Tracker Vitmadose coûte beaucoup d'argent et est-ce que tu as besoin de financement? Comment ça se passe? Est-ce que tu demandes de l'argent? Tu as besoin de dons? Comment ça fonctionne? Alors oui, ça coûte de l'argent. Il y a des frais techniques, il y a l'hébergement des sites internet, on a des abonnements aussi. On envoie une newsletter pour résumer la situation épidémique tous les lundis. Et on en envoie 100 000 par mois, donc c'est un certain coût, parce que c'est une certaine masse de newsletters. On doit héberger les sites internet qui cumulent beaucoup de trafic. Vitmadose, hier par exemple, c'était 13 millions de recherches. Uniquement hier, Vitmadose, c'était 13 millions de recherches effectuées. Covid Tracker, c'est aussi des millions de vues chaque jour, donc tout ça génère beaucoup de trafic. Pour arriver à payer ces abonnements, on a deux leviers. Trois. La première, c'est qu'on essaye d'être malin et on essaye d'être le plus économe possible et de faire les choses de façon la plus légère possible. La deuxième, c'est qu'on a des hébergeurs et des entreprises qui nous aident, donc ils nous font des rabais, ils nous prêtent des serveurs, OVH par exemple. Donc il y a une solidarité quand même. Oui. Oui, et c'est très appréciable. On a OVH, par exemple, qui nous prête un serveur pour Vitmadose, pour l'algorithme qui va scruter les plateformes de réservation, qui consomme beaucoup de ressources. Donc, il nous prête un serveur qui va bientôt expirer, je crois d'ailleurs. Donc, il faudra qu'on voit ça. Il faudrait que vous le remettiez en route après, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Sinon, Vitmadose va être cassé. Donc, on a une solidarité des entreprises. On est abonné qu'à des entreprises françaises. Ça d'ailleurs, je tiens à le préciser. On donc, en a assez fiers. Etc. Voilà, donc, le site est hébergé en France.
France, les algorithmes tournent en France et la newsletter est aussi sur une entreprise française. Et là, jusque-là, on payait. À partir de maintenant, là, c'est en discussion, ils vont nous aider. En tout cas, nous, on tient à notre indépendance. Donc, à chaque fois qu'une entreprise nous aide, on n'accepte pas s'ils nous demandent de faire de la communication en contrepartie. Voilà, donc on n'accepte que si c'est vraiment désintéressé. Oui, et après, nous, en général, on décide de communiquer pour les remercier parce qu'on estime que c'est normal. Mais s'ils nous demandent de le faire, a priori, on refuse parce que c'est pas un placement de produit non plus. Et puis finalement, pour payer les derniers abonnements qu'il nous reste à payer, les utilisateurs peuvent faire des micro-dons. Et donc, ça nous permet de payer ces abonnements-là sans prendre dans notre poche. Guillaume, voilà, ce de quoi je me mêle touche à sa fin. Dernière petite question, qu'est-ce qui va se passer après ? On peut imaginer que voilà, on puisse sortir assez rapidement de tout cela. Évidemment, tous ces sujets d'actualité vont être moins mis en avant. On va essayer de reprendre une vie normale, etc. Est-ce que tu as envie de surfer sur cet engouement concernant ce que tu as fait, etc., sur ta personne, ou finalement tu reprendras ta vie normale et puis tu passeras à autre chose ? C'est une excellente question. En tout cas, moi, tout ce que j'espère, c'est de fermer Covid Tracker et de fermer Vite ma dose le plus rapidement possible. On n'aura aucun mal, mais vraiment aucun mal à appuyer sur le bouton rouge. Mon objectif annuel, c'est 0 vue. C'est qu'on ait zéro utilisateur d'ici à la fin de l'année. Ça, c'est mon objectif annuel. Ça voudrait dire évidemment que l'épidémie est terminée, que tout ça est terminé, qu'on peut retrouver une vie normale. Pour l'instant, j'ai pas d'objectif. Là, j'avais d'ailleurs pas d'objectif ni sur Vite ma dose, ni sur Covid Tracker. On a fait ce qu'on jugeait être utile au moment où on pensait que c'était intéressant. Donc évidemment, on veut que ça se termine le plus rapidement possible. On n'a pas d'ambition à long terme. On considère que c'était une mission à durée déterminée et que voilà, on voulait vraiment être utile. Notre mission a une date de fin. Ensuite, plus tard, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire dans d'autres domaines ? C'est probable. En plus, il y a d'autres données qui sont ouvertes. Il y a plein de données administratives qui sont ouvertes. Je pense que ça offrira plein de possibilités. Maintenant, j'ai pas envie d'anticiper. Voilà, j'ai pas envie de prévoir, mais j'exclus rien. Merci beaucoup Guillaume, merci d'avoir pu libérer un petit peu de ton temps dans ton agenda pour nous expliquer tout ça. Merci Guillaume à vous, Rosier, c'est un grand plaisir. Et ben voilà, Covid Tracker, Vite ma dose, etc. Mais tout ça, vous connaissez ça par cœur. Voilà, ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.